Oui, effectivement. Moi, je pense, Marc, si ça n'a pas bougé autant, à part Dylan Cease chez les lanceurs partants comme joueur autonome, c'est justement l'incertitude quant à ceux qui pourraient être disponibles. Et c'est là que Peralta devient intéressant. Tu sais, Peralta, Ouais. tu sais, tu peux y aller via transaction. Peut-être que, bon, t'es plus prêt à donner un ou deux joueurs d'avenir que de payer, tu sais, de payer un joueur autonome à un prix de fou, là. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Et Lesters, maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet. Nous sommes au mois de décembre. Alain Husereau et Mark Griffin. Il n'y a pas de saison où il ne se passe rien dans le monde du baseball. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'ailleurs, une grosse partie de ce balado sera consacrée au marché des joueurs autonomes, aussi quelques transactions. Également, on viendra sur quelques sujets, bon, baseball, sans lien avec les joueurs autonomes, notamment le fait que, bon, Jeff Kent soit au centre de la renommée, le prix Ford Frick également. Quelques explications aussi sur des règles, notamment le repêchage des joueurs professionnels qui a eu lieu justement en début de semaine. Bref, tout ça dans ce balado. Marc, tout de suite, on va commencer. On va parler des Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays qui regarde, se préparent pour l'avenir tout en s'occupant du présent. Quand je dis ça, c'est que il y a quelques partants là, au terme de la prochaine année qu'on pourrait perdre. Donc, on a mis sous contrat pour plusieurs saisons Dylan Cease. Et on est allé embaucher Cody Ponce. Dans les deux cas, Marc, je sais qu'on a parlé de Ponce beaucoup, disant, bon, on va voir, c'est un gars qui arrive de l'Asie, pas du Japon, il arrive de la Corée, le meilleur lancé de la Corée du Sud au cours de la dernière année, meilleur lanceur. Sauf que moi, je prétends, dans les deux cas, ce sont des dés qu'on a lancés. Je ne sais pas si c'est la même opinion que tu as de Dylan Cease, parce que Dylan Cease, tout le monde dit, ah, c'est très beau. Ces chiffres n'ont pas été si extraordinaires que ça, Dylan Cease, l'année passée. Bon, en tout cas, c'est des dés qui peuvent coûter cher si ce sont des dés Oui. lancés. Dans le cas de Dylan Cease, il y a quand même quelques points intéressants dans son cas. Premièrement, en tout cas, selon ses dires, c'est lui qui a communiqué avec les Blue Jays. En fait, il a dit à son agent, moi, j'aimerais ça aller jouer à Toronto. Donc, ça, c'est une chose intéressante pour les Jays. Parce que ça veut dire quoi, Alain? Ça veut dire que, tu sais, ça se parle, hein? Ça se parle, c'est un petit monde, hein, le baseball. Donc, ça se parle entre joueurs, ça se parle entre lanceurs. Dylan Cease qui a même mentionné, moi, j'espère qu'on va m'aider à m'améliorer là, au cours des prochaines années. Donc, c'est un gars qui a quand même pas mal d'expérience. Mais, de toute évidence, est-ce que parler à des joueurs actuels, des lanceurs actuels, mais c'est quand même très valorisant pour l'organisation des Blue Jays d'entendre ça, d'entendre un gars qui veut venir jouer pour les Jays, Puis, tu sais, les Jays, on va juste se le dire, Alain, oui, il y a eu la rénovation du stade à Toronto, il y a eu la rénovation, évidemment, du site de camp d'entraînement, mais on met beaucoup l'emphase aussi, Alain, pour prendre soin des familles. Ouais. On fait des petites choses différentes chez les Blue Jays, et là, on l'apprécie de plus en plus. Je pense que là, dans les 2 dernières années, il y a des joueurs qui en ont parlé, puis là, évidemment, avec les succès des Jays, ça a été mis de l'avant. Ça nuit pas qu'on ait la 5e plus haute masse salariale, donc on a de l'argent, là, tu vas me dire, mais c'est intéressant pour les Blue Jays. Alors, écoute, tu sais, Dylan Cease, là, il est peut-être à un lancer près d'être un lanceur dominant. On sait qu'il a une bonne balle rapide, il y a beaucoup d'élan dans le vide. Est-ce qu'il va vouloir développer un tir de plus ou améliorer un tir actuel juste pour passer peut-être de l'autre côté, Alain? Parce qu'effectivement, tu sais, tu regardes les moyennes de points mérités de Dylan Cease, bon, c'est pas vilain, mais c'est pas nécessaire. Quelqu'un qui entend parler de Dylan Cease, là, bon, lorsqu'il était avec les White Sox, puis lorsque, tu sais, on se disait, c'est un lanceur de premier plan. Puis je pense qu'il a le potentiel d'être un lanceur de premier plan. On a vu en série avec les Padres l'année passée, c'était pas toujours, enfin, en fin de saison, là, c'était pas toujours parfait. Mais écoute, tu sais, Alain, c'est juste le fait de poser des gestes de la sorte du côté des Blue Jays de Toronto.
on passe si près de gagner une série mondiale. Ouais. On signe un gars de Scott Boras très tôt durant la saison morte. Ça aussi, Alain, c'est presque du jamais vu. Fait qu'il y a un paquet de facteurs là-dedans qui sont intéressants. Dans le cas de Pansy, regarde, lui aussi il a développé un tir qui a complètement changé sa carrière. C'est un changement de vitesse là qui, bon, oui, il a gagné un peu en vélocité, mais tout ça. Mais on fait nos devoirs. J'ai l'impression qu'on a fait nos devoirs, puis qu'on vient de se doter quand même d'une belle profondeur, évidemment, au monticule avec l'acquisition de ces deux joueurs-là. J'ai pensé, Marc, faudrait l'avoir vu, ce qu'on n'a pas fait. Regarde, je veux dire, ce serait bien qu'on ait des matchs de l'Asie. Moi, je détesterais pas ça du tout. Ça nous ferait passer des nuits blanches, mais ce serait pas une mauvaise idée d'avoir des matchs du Japon et de la Corée du Sud à un moment donné accessibles. Comme là, tu vois, les ligues d'hiver du Mexique et de la République dominicaine sont accessibles sur le site de MLB. Ouais. Tout ça étant dit, Marc, dans le cas de Dylan Cease, regarde, potentiel, là, il était probablement en haut de la liste des lanceurs partants. Et là, j'inclus Suarez, j'inclus Framber-Valdez. Parce que tu regardes, il manque beaucoup de bâtons. C'est beaucoup de retraits sur des prises. Ça, c'est presque le premier critère qu'on va regarder, Marc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de recrutement des joueurs là, au niveau universitaire et des écoles secondaires. Donc, lui, il coche pas mal toutes les cases là-dessus. Ce qui m'inquiète, historiquement, c'est pas quelqu'un qui a un très bon contrôle. Et Marc, son rendement sur la route l'année passée, il n'a pas été extraordinaire. Donc, moi, je pense que le gars le plus important au cours de la prochaine saison, ça pourrait être Pete Walker. C'est le genre de réputation, Marc, qui, comme tu le disais, a probablement été arrivé aux oreilles de Dylan Cease. Exact. Exact. Et puis, tu sais, le rendement à l'étranger, c'est une chose, évidemment. Là, oui, c'est une statistique qui existe puis qu'on peut le voir. Mais ça, c'est souvent dans la préparation. Hein. Il y a peut-être des choses là qui sont à travailler, mais je pense quand même que Dylan Cease n'arrive pas puis il devient le numéro 1 automatiquement, puis il faut qu'il gagne chacun de ses départs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il arrive quand même dans une équipe où Gausman est toujours là. Shane Bieber, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais c'était quand même un vétéran. Donc, il y a Savage qui est là également. On parlera peut-être du cas Berrios. Est-ce que Berrios a joué son dernier match avec les Blue Jays compte tenu de ce qui s'est passé? Fait que, il y a quand même des situations à surveiller dans ça, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Cease lorsqu'il a dit, moi, là, je veux m'améliorer, puis je vais m'améliorer avec les entraîneurs qui sont en place, avec tout le personnel des Blue Jays de Toronto. Fait que ça en dit long quand même. Puis, tu sais, j'ai parlé tantôt de Boras à la blague, mais pour que un client de Boras signe aussitôt, Alain, c'est que Dylan Cease avait une équipe en tête, puis c'était les Blue Jays, puis on a réglé ça rapidement. Oui. Dernière chose sur les Blue Jays de Toronto, Ariel Rodriguez retiré des 40, Marc. Je trouvais ça curieux à l'origine parce que dans mes statistiques finales, le meilleur releveur des Blue Jays cette année, ça a été Rodriguez. Puis, je regarde l'argent distribué aux releveurs de premier plan. J'ai été surpris qu'une équipe, moi, dise pas, regarde, ce gars-là, je vais le prendre. Les Blue Jays, je parlais de jeter des dés, ont pris une chance. Je pense qu'ils se doutaient un peu qu'il y a un contrat qui est assuré, c'est pas un contrat des ligues mineures qu'il a. Donc, les équipes n'ont pas voulu dépenser de l'argent dévolu à Rodriguez, qui aurait pas été payant. Moi, je t'avoue, de la part de certaines équipes, je les ai trouvées frileuses un petit peu de ne pas avoir pris de chance sur Ariel Rodriguez. On a peut-être l'information, Alain, qui nous échappe aussi dans le cas de Rodriguez. Juste pour revenir aussi dans le cas de Berrios, c'est que Berrios, on a su dans les derniers jours qu'il n'était pas avec l'équipe en série mondiale. Peu de babounage en cas de Berrios. Moi, j'ai pas aimé ça, Alain. Pourtant, c'est un gars qui a une très belle réputation, hein, un gars qui était un très bon coéquipier, un gars qui est impliqué dans la communauté. Mais je pense qu'on n'a pas aimé ça du côté des Blue Jays de Toronto. Est-ce qu'on est prêt avec son contrat, Alain? Probablement. Si on l'échange, je vais être peut-être obligé de payer une bonne partie du contrat de toute façon. Mais en tout cas, je ne sais pas. Ça, c'était un dossier qui était un peu plate du côté des Blue Jays parce que quand même un gars influent là, dans le cas de Berrios. Oui, regarde, Max Scherzer, c'est un gars qui a du caractère, Marc. Que je sache, il ne faisait pas partie de la première série contre les Yankees.
il est avec l'équipe quand même. Tu sais? Exact. Puis pourtant, s'il y en a un dont l'ego aurait pu être égratigné un petit peu, c'est bien lui. Puis ça prend pas grand-chose, lui, pour un peu susceptible, M. Scherzer. Mais effectivement, c'est un bon point, Marc. Là aussi, c'est peut-être Pete Walker qui est le gars clé. Mais s'il revient, il va falloir qu'il y ait une sérieuse discussion. Là, parce que ce qui est arrivé, Marc, effectivement, du point de vue équipe, quand tu te rends aussi loin, regarde, ça veut-tu dire que s'il avait gagné la Série mondiale, qu'il aurait jeté sa bague par la fenêtre? Hein? C'est ça. C'est pas un dossier qui est le fun à gérer, mais il va falloir le gérer Ouais. là, du côté des Jays. Ouais. On va parler des Mets, Marc. Les partisans des Mets se grattent la tête présentement. Là, on a perdu Pete Alonso. On a perdu Diaz. Diaz, à partir du moment, Marc, où il a décidé de mettre un terme à son contrat de façon prématurée, je pense que c'est assez clair qu'il ne reviendrait pas avec l'équipe. À mon sens, là, il n'y avait pas une assez grosse différence dans ce qu'il allait chercher. Oui, il allait chercher plus, mais enfin, regarde, puis on s'était parti de Brandon Nimmo pour Marcus Semien. Semien qui a connu une baisse inquiétante. En début de saison, c'est repris un peu. Nimmo, moi, ce qui m'a inquiété cette année, c'est son approche qui a changé. Oui, plus de puissance, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Moi, j'aimais le gars qui se rendait sur les buts. Ça, il semble, en tout cas, je ne sais pas si c'est un échange que lui-même a fait dans son style de frappeur, mais moi, je n'ai pas aimé ça. J'aurais aimé ça qu'il continue d'aller sur les buts. Il y avait des gars là, qui étaient capables de frapper la longue balle. Tu comprends? Un Nimmo qui se rend sur les buts, premier frappeur, suivi de Lindor, ou un ou deux, peu importe. Là. Soto et Alonso, ils ont produit. Mais il me semble que ça aurait été plus payant dans le cas de Nimmo. Je ne sais pas. Je n'ai pas aimé, moi, la façon dont ça s'est passé. Mais, bref, chez les Mets de New York, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on décide de faire confiance aux jeunes? Tu sais, on parlait au troisième but qu'il fallait faire un choix à un moment donné entre Vientos et Beatty. Est-ce qu'il y en a un qui va jouer au premier but dans les deux? J'avoue que je ne sais pas là, ce qui va arriver avec les Mets de New York. Ben, moi, je pense, Alain, ça expose un vrai malaise. Là. Je veux dire, je sais qu'à chaque année, lorsqu'on fait nos prédictions, on se demande, bon, quel scandale va frapper les Mets cette année, là. Mm-hmm. Mais j'avais l'impression on avait comme, en tout cas, je souhaitais peut-être, là, qu'on tourne le coin un peu, là, puis mais là, bon, t'entends des choses que là, ça a été un petit peu la chicane entre Lindor puis Juan Soto. Mais tu sais, Alain, pour que Diaz s'en aille, pour que Alonso, qui, bon, avait un contrat, rappelle-toi, l'année passée, était joueur autonome aussi, avait signé ce contrat-là, mais pouvait, bon, sortir de son contrat. Lui, sort de son contrat, s'en va avec Baltimore. Puis Nimmo, qui avait une clause de non-échange, il devait la lever, cette clause-là, pour... Oui. Fait que là, t'as trois gars qui partent. Est-ce que ça expose quelque chose, comme on n'avait pas d'esprit d'équipe, là. Je pense que ça a été exposé d'ailleurs au cours des dernières semaines, là, avec... Fait que, je sais pas, Alain, comment est-ce que ça va régler des choses en laissant trois vétérans, faut-il le dire, là, des gars qui étaient avec les Mets de longue date, surtout évidemment dans le cas de Pete Alonso, et de Nimmo, mais je sais pas. Moi, je me pose de sérieuses questions. Mais de toute façon, Alain, on a de l'argent là, du côté des Mets, mais on n'a pas réussi à passer au travers ou passer par-dessus ou aller à l'autre étape. Est-ce que c'est un vent de changement? Est-ce qu'on veut tenter de faire d'autres choses? Mais chose certaine, si un joueur a le choix, ben il a fait le choix de quitter. Fait que c'est jamais très, très bon. Puis là, ben si quelqu'un veut signer avec les Mets, c'est sûr qu'il va appeler Alonso, puis il va peut-être appeler Nimmo, puis il va peut-être, tu comprends, puis il dit hey, pourquoi vous autres, là, Diaz, pourquoi tu t'en vas? Je comprends que les Dodgers t'offrent beaucoup d'argent, mais tu sais, bon. Alors, c'est ça. Fait que tu sais, des réputations, des façons de faire, c'est dangereux, puis les Mets, ben ça semble difficile, Alain. Ça semble difficile. Alors, t'as beau avoir de l'argent, mais on sait à quel point l'esprit d'équipe, la manière de faire, c'est important. Peut-être que les Mets ont encore des devoirs à faire à ce niveau-là. Là. Écoute, il y a toutes sortes d'informations qui sont sorties, valides ou non. Regarde, tu as lu les propos d'Adam Ottavino, Marc. Mendoza, tu sais, il coûte là, dans les propos d'Adam Ottavino. C'est un vétéran releveur qui a joué pour les Mets. Et lui, s'est plaint que Mendoza et les Mets, parce qu'on sait que c'est pas le gérant tout seul qui prend les décisions, mais que chez les Mets, on n'a aucune idée de la façon dont il faut gérer des lanceurs.
Et c'est un fait, Marc, qu'il y a eu beaucoup de blessés chez les Mets de New York, chez les lanceurs au cours de la dernière année. Est-ce que je te dis pas que Ottavino n'a pas une crotte sur le cœur, mais ça vaudrait peut-être la peine d'écouter un peu ce qu'il a à dire. Lui, il a quand même un certain vécu. Ben, tu sais, puis toutes ces affaires-là, là, comme j'ai mentionné, Alain, c'est que ça démontre qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis est-ce que, tu sais, si un Buck Showalter n'a pas été capable d'amener un esprit plus, plus calme, plus concentré, qui va être capable de le faire, là? Tu sais, je ne sais pas par où commencer pour dire, écoute, est-ce qu'on... Mais chose certaine, on a des gars qui ont des contrats à long terme. Ça va être à eux, évidemment, de redonner un peu le goût aux joueurs de se défoncer puis de créer des choses parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien hâte de voir ce que Devin Williams va faire aussi avec les Mets, là, compte tenu que Diaz quitte. Est-ce que tu donnes la balle en fin de 9e à Devin Williams? Oui. En tout cas, il se passe des choses à New York, ça c'est certain, mais évidemment, il est encore très tôt là, durant cet hiver-là, parce qu'il y a encore pas mal de bons joueurs de disponibles. Mais là, on a tourné la page avec Diaz, Nemo et Alonso qui quittent. Là. Absolument. Marc, dernier mot sur les Dodgers, c'est là où Diaz va se retrouver. Je trouve qu'on a payé cher, mais regarde, un releveur au-dessus de 20 millions, Marc, j'ai bien de difficulté avec ça. Les Dodgers le voulaient. Moi, c'est depuis 2 ans, Marc, c'est qu'on a changé notre façon de faire, la façon dont on gère nos releveurs. Rappelle-toi des succès qu'on a eu avec des gars qu'on avait laissés de côté, des Evan Phillips, Marc, d'aller chercher des grands Terrell. Tu sais, je comprends qu'il y en a plusieurs qui ont été blessés, mais on a eu un taux de succès quand même assez élevé avec des gars qui avaient été laissés pour compte chez les releveurs. Puis l'année passée, ceux qu'on a embauchés à gros prix, je m'excuse, là, mais on a fait patate, là, des Kirby Yates là, qu'on a embauchés. Tanner Scott, qui était le pire releveur numéro 1 du baseball majeur l'année passée. Je ne sais pas pourquoi qu'on a dévié de cette façon de faire chez les Dodgers de Los Angeles. Je ne dis pas que Diaz n'est pas bon. Je te dis juste que, visiblement, chez les Dodgers, on a décidé de changer un peu notre philosophie. Puis je me demande si ça ne leur explosera pas en pleine face. Là. Regarde, on a les moyens de corriger nos erreurs. Là. Ben, tu sais, Alain, tu l'as dit, là, on a effectivement, on a tenté des expériences qui ont bien fonctionné, mais depuis 2 ans, il y en a eu des joueurs blessés. Là. Je ne dis pas que Diaz ne peut pas se blesser, mais c'est comme si on s'est dit, on veut cette valeur sûre-là, parce qu'on veut que Sasaki soit un partant. Là, évidemment, rappelez-vous un relève en série mondiale, mais Sasaki veut être un partant. Fait que c'était clair qu'on avait besoin de ce gars-là, d'un gars comme ça en fin de match, puis là, on s'est dit, on a les moyens. On paye juste au Ohtani 2 millions par année. On peut aller chercher un releveur qui en vaut 24, là, tu sais, je veux dire. Fait que, non, mais les Dodgers fonctionnent comme ça. Je pense. Écoute, si les Dodgers vont chercher Kyle Tucker, là, on va pouvoir presque, assurément avoir une grève en 2027, là, mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais on verra ce que les Dodgers vont faire, mais chose certaine, tu l'as dit, Alain, ils le voulaient. On a donné et l'argent et une année de plus. Ouais. À son contrat, puis on s'est dit, on part avec ça. Alors, les Dodgers, ce sont les Dodgers. Exactement. Marc, tu as parlé de Kyle Tucker, ce sera notre question. La question qui est présentée par Sylmar Autoville, c'est votre détaillant pour des pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. La question est fort simple. Kyle Tucker va se retrouver où quand il va décider d'apposer sa signature au bas d'un contrat? On vous invite à consulter notre page Facebook, Facebook/Compte Complet Balado. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet comptecomplet.com. Pour un barbecue réussi, rien ne fait l'unanimité comme un bon hot dog Lesters. Des saucisses parfaitement assaisonnées et fumées à la perfection. En plus, les hot dog Lesters sont préparés au Québec par des gens d'ici. Cet été, gâtez-vous all dress avec Lesters. Alain, je prends un petit moment pour souligner notre partenaire principal Plan de Match. C'est l'hiver, mais on peut s'équiper, on peut s'exercer au baseball, assurément. Donc, Plan de Match et à Boucherville et à Jonquière, 2 adresses. C'est à Boucherville qu'il y a les cages de frappeurs cours privés. Allez sur la boutique en ligne qui est boutiqueplandematch.com et vous allez retrouver tout l'équipement nécessaire. Alors, on les remercie évidemment. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nos partenaires et notre balado, visitez notre site internet qui est le www.comptecomplet.com.
Les joueurs autonomes, Carl Schwarber, Marc, de retour à Philadelphie. Moi, c'est le nombre d'années qui me surprend. 5 ans, les Phillies tenaient à lui. Il faut dire que c'est un gros morceau, Marc, de cette formation. C'est un leader de l'équipe aussi. Je pense que ça a été pris en considération dans le contrat qu'on lui a offert. Oui, puis tu sais, Alain, beaucoup d'équipes se sont renseignées sur Carl Schwarber, dont les Pirates de Pittsburgh, dont les Reds de Cincinnati, dont un paquet d'équipes. Fait que tu sais, je pense que la dernière année du contrat, c'est parce qu'on voulait absolument le garder. On l'avait chez les Phillies. Puis tu l'as dit, Alain. Tu sais, c'est... Bon, Schwarber, c'est drôle, hein. Il a dit, moi, là, je suis là pour soutirer un but sur balle ou frapper un coup de circuit, là. C'est un peu ça qu'il est là. Mais son rôle dans le vestiaire, l'impact qu'il a est tellement important. Puis Alain, c'est souvent négligé lorsqu'on évalue un joueur, mais dans le cas de Schwarber, on savait que c'était un gars important dans l'équipe, puis on voulait aller plus loin. Donc, c'est le marché un peu qui a dicté le 5 ans, compte tenu de la demande, mais là, le voilà qui se retrouve à nouveau avec les Phillies. C'est le bon choix. Il s'y plaît très bien. Il s'y plaît beaucoup d'ailleurs. Alors, on a quand même des choses à prouver encore avec les Phillies. On a eu de bonnes équipes, Alain, mais on s'est pas rendu jusqu'au bout encore. Exact. Et c'est pas farfelu, Marc. Les équipes que tu as nommées dans le cas de Cincinnati, Pittsburgh, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils font là. Schwarber est de la région de Cincinnati. Pittsburgh, c'est pas très loin non plus. C'est 4 heures de route ou à peu près. Donc, c'est pas farfelu de penser que ces deux équipes-là ont tenté leur chance avec Carl Schwarber. Exact. Puis tu sais, moi, j'ai hâte de voir là, la suite c'est quoi le plan B pour ces équipes-là, là, parce que semble-t-il qu'on était prêt à coter, là. En tout cas, on était pas loin de l'offre des Phillies. Ouais. Fait que quelle sera la réponse et des Reds et des Pirates, on verra bien, là. On va le croire quand on va le voir, là, avec les Pirates, entre autres choses. Mais bon. Mais je pense que Schwarber est un naturel. Là, pour les Phillies, est-ce qu'on ramène JT Realmuto? Parce que sinon, ça va être un autre dossier à suivre. On est faible derrière le marbre sans Realmuto, là. Puis, regarde, c'en est un autre qui... Tu comprends? Il y a une présence derrière le marbre. Ce ne sera pas facile à remplacer. Moi, je pense qu'il va revenir, mais avec un contrat pas très, très long. J'ai l'impression 2 ans maximum. Et tu parlais des Pirates de Pittsburgh, Marc. On a un bon personnel de lanceurs mené par Dieu le Père, là, Paul Skeens. Puis on a quelques jeunes qui ont des bons bras aussi. T'sais, on a ajouté du talent. On a ajouté Garcia. Je te laisse le prononcer, là. L'ancien des Red Sox de Boston, le mot de passe. Donc, qui a un potentiel. Mais c'est un potentiel au moment où on se parle. Tu comprends? Grégory Soto, peut-être c'est lui qui va fermer les livres. Il a déjà cette expérience, même s'il ne sait pas toujours où sa balle s'en va. Mais c'est clair que les Pirates, on essaie d'avoir un peu de viande à travers cette attaque-là pour entourer. La seule valeur sûre, c'est Reynolds, dans le fond. Tu comprends? Donc, on essaie d'ajouter des choses pour appuyer un tant soit peu, là, un personnel de lanceur qui va être au-dessus de la moyenne l'année prochaine. Exact, c'est que ça va prendre l'attaque. C'est ça. Est-ce qu'O'Neil Cruz peut débloquer aussi? Bon, il y a du potentiel, mais ça reste qu'on a besoin d'aide. Il faut marquer des points, là, puis effectivement, c'est le temps ou jamais. On a un personnel de lanceurs, puis combien de temps on va les garder? Là? C'est ça. Donc, je pense que c'est important pour les Pirates. Tu sais, Alain, il faut dépenser. Puis là, je sais que la convention collective s'en vient là, à échéance à la fin de la saison. Mais on a vu le tableau des équipes qui... Le pourcentage qu'on dépense du partage de revenus, là, tu sais, à un moment donné, il va falloir l'augmenter un petit peu, là, ce que je parle, parce qu'il y a des équipes comme Pittsburgh qui dépensent peut-être 30-40% de tout l'argent qu'ils reçoivent du partage de revenus. À un moment donné, là, dépenser un peu pour aller chercher cette attaque-là, puis tu sais, le succès attire les gens, là. Fait que si, puis tu sais, une équipe de division centrale, que ce soit américaine ou de Ligue nationale, Alain, t'as l'impression que t'as toujours une chance. Ben, c'est ça. Alors, là, si les Pirates vont chercher une couple de bons frappeurs, ben là, soudainement, tu deviens une équipe qui va être à surveiller. Là. Je te dis pas de chambouler tout, là, au contraire. Fait que j'aimerais ça avoir les Pirates actifs, là. Oui, surtout qu'il y a 2 équipes, Marc, je pense aux Cars de Saint-Louis. C'est clair qu'ils sont en reconstruction. Puis chez les Brewers, on ne sera pas loin de ça, Marc, parce qu'il y a des rumeurs voulant que Freddy Peralta, dernière année de contrat,
On n'a pas tendance à les laisser aller pour rien, nos lanceurs, chez les Brewers. Donc, il y a on va y revenir tantôt, de toute façon, à ce dossier-là. Mais oui, la fenêtre est ouverte chez les Pirates. On a déjà une base au monticule. Entourez-moi ça d'une coupe de bâton qui a de l'allure, puis ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Pete Alonso à Baltimore, Ryan Helsley aussi qui a été mis sous contrat. On n'a pas fini chez les Orioles, Marc, parce qu'on a encore des prospects. On en a trop. On n'a pas de place pour tout le monde. Puis, tu sais, moi, je pense que les Orioles, dans des échanges, il va se passer quelque chose de ce côté. Ben, moi, je pensais que ça allait être un marché qui allait avoir plus de transactions. Il y en a eu quelques-unes. Tu as parlé de la transaction de Semien tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, dans le cas des Orioles, on a encore un réseau assez garni. Puis tu sais, on va aller chercher un lanceur partant ou deux. Là. Ça, je pense que c'est assez clair là, du côté des Orioles. Alors, est-ce que ce sera via transaction ou est-ce qu'on va dépenser un petit peu? Parce que, tu sais, le noyau est quand même solide. Et là, ben, on vient... Ouais. Alonso vient un peu comme le grand-père, tu sais, venir, là, on donner... je sais pas si ce contrat-là va bien vieillir, là, mais ça sera, on s'en parlera dans 4-5 ans. Mais, bon, certains m'ont dit, j'espère que ça sera pas un contrat à la Chris Davis. Moi non plus, j'espère. Mais, écoute, ça va bouger. Écoute, là, il en reste une tonne de bons joueurs, puis je pense qu'il y a des transactions aussi qui vont... tu sais, parce que si ton plan A, c'est un joueur autonome, puis que tu l'obtiens pas, le plan B est peut-être une transaction, là. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que, bon, évidemment, la période des fêtes, là, va passer, mais après ça, ça pourrait débouler quand même pas mal. Et les Orioles vont être impliqués assurément là, dans quelques changements. Oui, c'est ce que je pense aussi. Marc, parmi les joueurs autonomes, je veux souligner, et en fait, tu m'en as fait part hier soir, Mike Yastrzemski. Tu sais, les joueurs de baseball dans l'ensemble gagnent leur vie, on va s'entendre là-dessus. Mais s'il y a un gars qui mérite un contrat qui va lui donner un minimum, puis un contrat de plus qu'une saison, rappelle-toi l'histoire de Mike Yastrzemski quand il est arrivé dans le baseball majeur. Il était dans l'organisation des Orioles, ça s'en allait nulle part. Les Orioles avaient, c'est une équipe à ce moment-là qui n'allait pas très très bien. Une équipe qui perd 100 matchs, Marc, tu n'as pas de place pour tout, tu te dis qu'est-ce que je vais faire avec ma carrière. Les Giants avaient un besoin criant de voltigeurs. On l'a acquis. Écoute, c'est un plan Z, c'est pas compliqué là, dans le cas des Giants. Puis il a fait son nom. Il a fait du bon boulot. Il s'est fait un nom, Yastrzemski. Tu comprends? Il a fait son propre nom. Puis l'année passée, Marc, je lisais je lisais des commentaires sur le fait que Yastrzemski a très bien joué en deuxième moitié de saison l'année passée avec les Royals. Marc, on aurait pu leur dire lorsque la transaction a été réalisée, tu pars de San Francisco, puis n'importe où tu vas te retrouver, c'était sûr que ces chiffres sur le plan de la puissance étaient pour s'améliorer. Donc, écoute, moi, je suis content pour un gars comme Yastrzemski. Ça va chercher 2 ans, une vingtaine de millions de dollars avec les Braves d'Atlanta. Je ne sais pas comment les Braves vont l'utiliser. Ça va être sûrement mieux que ce qu'on a eu avec Verdugo et Kelenic. Là, c'est à peu près ces deux gars-là qui vont remplacer. Est-ce qu'on va l'utiliser strictement contre les droitiers? Je ne sais pas. Mais je peux dire, juste sur le plan personnel, je suis très content pour ce gars-là. Il est en demande, hein? Il était en demande, Alain. Il y avait des rumeurs pour qu'il aille à plusieurs endroits. Finalement, c'est Atlanta là, qui va atterrir avec les Braves. Mais t'as raison. Moi, j'ai pas aimé du tout ce qu'il avait fait avec les Royals. Je pensais que les Royals allaient être un petit peu plus agressifs pour le garder. Ça semble-t-il que non. Mais tu sais, Alex Antopoulos, ça a fonctionné des fois. Hein, lorsqu'on est cherché, rappelle-toi, Rosario, une couple de joueurs là, qu'on va chercher avec du succès. Ça a été moins bon dans les 2 dernières années, mais là, c'est un joueur professionnel. C'est un frappeur professionnel. La question, tu l'as dit, est-ce qu'on va le faire jouer face au lanceur gaucher? Mais bonne acquisition quand même là du côté des Braves. On va parler de transactions, Marc. Il y en a une couple qui ont été faites. Puis Sonny Gray, je parlais des Cards. C'est assez clair là, la direction qu'on va prendre au cours des 2 prochaines années ou à peu près. Sonny Gray à Boston. C'est pas gêné pour dire qu'il ne voulait pas jouer avec les Yankees, même s'il s'y est retrouvé. Ça va être beau quand il va lancer au Yankee Stadium. D'ailleurs, quand il était avec les Yankees, Marc, quand il lançait à New York, c'était affreux. À l'étranger, c'était très bon. Mais à New York, c'est pas le seul lanceur, Marc. Rappelle-toi Javier Vasquez, hein?
Randy Johnson à New York, ça n'a pas été non plus. Puis plus loin, Marc, je pourrais ajouter un dénommé Ed Whitson. Ed Whitson, Marc, crise de panique avant un départ à New York, on a dû le remplacer à un moment donné. Il faut dire que c'était Billy Martin avec qui il ne s'entendait pas très bien, qui était son gérant. C'est ça. Bref, Sonny Gray à Boston, on vient de donner de la profondeur à un personnel de partant qui s'enligne pas trop mal. Vaughn Grissom, qui va passer une troisième équipe. Est-ce que c'est la bonne cette fois-ci pour se trouver? Bon. Il s'en va avec les Angels. Marc, il y a l'agent de Anthony Rendon qui a dit, Rendon, il a le goût de jouer encore. Penses-tu que les Angels ont le goût qu'ils reviennent? Ah non, lui, là, là, on peut parler du pire contrat, Alain, dans le cas de Rendon, mais dans le cas de Sonny Gray, deux choses dans le cas de Sonny Gray. Premièrement, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi il lançait pas bien à New York. Lui, il est arrivé à New York via transaction. Là. C'est pas lui qui a choisi d'aller jouer avec les Yankees. Oui. De toute évidence, il n'est pas allé là avec les bras ouverts, mettons. Ça explique peut-être donc son rendement à New York. Intéressant quand même là, du côté des Red Sox. Les Red Sox qui ont été quand même plutôt tranquilles outre cette transaction-là. J'ai hâte de voir. On entend toujours le nom de Duran parmi des transactions. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines. J'ai écouté une entrevue avec le directeur général. Je me disais, il n'a pas laissé voir quoi que ce soit, là, que si ça allait bouger tant que ça ou non, mais chose certaine, on va tenter de s'améliorer. Les Orioles bougent, on sait, les Blue Jays ont déjà bougé, division Est, Ligue américaine. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais comme on l'a dit, est-ce qu'on est capable de retenir Bregman? Si on perd Bregman, c'est quoi le plan B, là? Alors, il y a quand même pas mal de questions, là. On pourrait dire la même chose des Yankees, là. Je veux dire, est-ce qu'on est capable de ramener Cody Bellinger avec les Yankees? Si on le perd, c'est quoi le plan B, là, dans ça? Fait que, c'est très intéressant, là, ce qui se passe présentement, là. Oui, Marc, chez des lanceurs partants, j'ai parlé de Peralta tantôt, qui serait une option très intéressante pour une équipe qui vise les grands honneurs cette année. Et Tarik Skubal, là, lui aussi va venir joueur autonome très bientôt. Puis à la direction des Tigers, contrairement aux Pirates, les Pirates disent non, on n'échangera pas Paul Skeens. Ça n'a pas été la réaction des Tigers. Les Tigers, on serait fou de ne pas écouter. Ce qui, sur papier, est vrai. Mais on n'a pas éteint le feu là, chez des Tigers. Tu sais, si je donne l'exemple des Orioles, on y va avec Gunnar Henderson. Moi, je dis Gunnar Henderson, Marc, parce que j'ai l'impression que plus tôt que tard, ce gars-là va changer de position. Sa cote défensive n'a pas été très bonne la dernière saison. Est-ce qu'il y a de la place ailleurs? Au deuxième but, on a déjà quelqu'un. Au troisième but aussi. Tu comprends? Mais il faut que tu ailles gros si tu échanges avec Gunnar Henderson. Et gros, Skubal, regarde. Ah non, écoute, c'est le fun. Moi, tu sais, honnêtement, là, Alain, je pense que les Tigers ont été très honnêtes. Tu sais, on veut le garder, on veut mais on veut écouter. Tu sais, je veux dire, pourquoi dire non, on veut rien savoir alors que peut-être qu'on veut savoir ce qui se passe autour. Tu sais, fait que, regarde, ça fait partie des stratégies de chaque organisation. Tu as raison de dire que si on échange un Gunnar Henderson, il a énormément de valeur, là, même s'il n'a pas connu la meilleure saison l'an dernier. Mais c'est ce qui rend ça rend la situation fascinante. Parce que là, tu sais, on parle quand même du meilleur lanceur du baseball. Alors, si son nom refait surface, on verra bien ce que ça va donner. Les Tigers, ils ont une bonne équipe. Ils sont dans la centrale, il y a des choses à faire avec ça encore. Tu sais, même si ça a été décevant à la fin de saison l'année passée avec toute cette avance qu'on t'était donnée. Mais tu sais, on est en mode de vouloir gagner. Là, fait que on va voir. Est-ce que c'est à très, très court terme qu'on veut gagner ou est-ce qu'on veut gagner à court et moyen terme? On aura peut-être notre réponse là, au cours des prochaines semaines. Oui, effectivement. Moi, je pense, Marc, si ça n'a pas bougé autant, à part Dylan Cease chez les lanceurs partants comme joueur autonome, c'est justement l'incertitude quant à ceux qui pourraient être disponibles. Tu comprends? Si ça coûte trop cher avoir un Suarez ou un Valdez, regarde, on va regarder sur le marché des transactions, puis c'est de cette façon-là qu'on va fonctionner. Et c'est là que Peralta devient intéressant. Tu sais, Peralta,
Tu peux y aller via transaction. Peut-être que bon, t'es plus prêt à donner un ou deux joueurs d'avenir que de payer un joueur autonome à un prix de fou. Là. Absolument. Donc, c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi, Alain. Le marché des transactions va peut-être, va probablement dicter le marché des joueurs autonomes un peu plus tard. Là, mais par contre, je vais dire ceci, je ne pense pas qu'on va attendre au mois de mars. Tu sais, Alain, l'expérience du passé de signer un gars, c'est pas dans quelle équipe il va se rendre, c'est pas où il va se rendre au camp d'entraînement. Tu sais, là, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, là, tu veux arriver tôt au camp d'entraînement, tu veux essayer de connaître un peu tes coéquipiers, le personnel d'instructeurs, tu sais, de familiariser avec tout ça. Je pense que l'expérience des 3-4 dernières années où on a signé très, très tard, là, on prend la stratégie des agents, dire on va leur mettre de la pression, puis là, ils vont paniquer à la fin, puis il y a quelqu'un qui va donner l'argent. Mais je pense que c'est pas une stratégie qui est bien vue. Et en tout cas, moi, si j'étais joueur, je dirais, écoute, on peut-tu régler ça avant le 15 février? Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça pourrait débloquer. Je pensais que ça allait débloquer un petit peu plus lorsque Schwarber a signé, surtout dans le cas de Kyle Tucker. Parce que je me dis une chose, Alain. Prenez Bo Bichette, par exemple, ou Kyle Tucker. C'est deux joueurs autonomes. Oui, tu vas aller voir ce qui se dit ailleurs sur toi. Mais une fois que tu as fait le tour, je parle, mettons un Bo Bichette. Il est avec les Blue Jays depuis longtemps. On sait que Vlad aimerait ça continuer à jouer avec Bo Bichette. On sait que les partisans aimeraient l'avoir, bon, tout ça. Donc, on n'a pas besoin de faire une présentation à Bo Bichette. Mais là, Bo Bichette, il est allé probablement visiter ou rencontrer d'autres équipes. Mais là, est-ce qu'on a fait le tour? J'ose imaginer qu'on a déjà fait le tour. Fait que là, si on a fait le tour, qu'est-ce qui retarde la décision? Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que plus on attend dans le cas de Bo Bichette, selon moi, moins il y a des chances de signer avec les Blue Jays. Ouais. Parce que, tu sais, mettons qu'il y en a 10 équipes, j'ai fait le tour des 10 équipes. Bon, mais là, est-ce qu'on essaie de faire une surenchère? Peut-être. Est-ce qu'on essaie de faire ci ou ça? Mais à un moment donné, c'est OK, voici mes 10 offres. Je vais prendre une décision. Je vais retourner à Toronto parce que ce que j'ai décidé d'aller voir sur le marché, ça me plaît pas tant que ça, ou on veut me faire jouer au troisième but, ou on veut me faire jouer ailleurs, peu importe. Mais tu sais, je me dis, bon, qu'est-ce qui peut retarder tant que ça une fois qu'on a fait le tour des équipes? Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et quelle est la stratégie d'attendre et d'attendre et d'attendre. Est-ce que, comme j'ai mentionné, est-ce qu'on joue aux enchères? Hop, les deux plus... Bon, peut-être que c'est ça, mais je pense que les joueurs et la direction et même les agents aimeraient que ces dossiers-là se règlent plus tôt que tard. Oui, et Scott Boras l'a mentionné, rappelle-toi, Marc, c'est souffrant, se rendre au camp d'entraînement alors qu'il est commencé. Il y a une petite ironie là-dedans. Là. Oui, il avait mentionné que Bryce Harper avait beaucoup souffert de s'être présenté au camp d'entraînement. 300 millions et quelques dollars, là, ça fait mal. C'est un fait, ça. Bon, c'est le temps de la carte de la semaine. Présentation de carte-uniondépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. Marc, un Québécois des années 60, il y en a eu quelques-uns. Lui, c'est un joueur de position. On a parlé de Pete Ward, mais Pete Ward n'a pas été élevé. Il n'a pas grandi au Québec, ce qui n'est pas le cas de Tim Harkness. C'est un joueur qui s'est élevé dans les années 50, embauché par les Phillies de Philadelphie. Les Phillies étaient très présents au Québec dans les années 50 et 60. Et Harkness, il n'a même pas duré une année, il a été échangé aux Dodgers. Il a connu de très très bonnes saisons dans l'organisation des Dodgers. Regarde, les Dodgers, tu sais, historiquement, ont tout le temps eu un réseau de filiales très très bien garni. Éventuellement, on l'a échangé aux Mets de New York. Ironie un peu, c'était à la fin de la saison 62. Et un des lanceurs impliqués dans cette transaction, c'est Bob Miller. Pourquoi je le mentionne lui? Parce que peut-être qu'il y en avait un trop, il y avait deux Bob Miller avec les Mets de New York. Donc, pour faciliter la tâche un peu à Casey Stengel, on en a échangé un. Donc, dans le cas de Tim Harkness, a connu une bonne saison avec les Mets de New York, saison de 10 coups de circuit, ça c'est en 1963, comme avec une équipe de deuxième année. C'était un grand joueur de premier but qui frappait de la gauche, qui avait de la puissance. Et par la suite, regarde, ça n'a pas duré très longtemps chez les Mets, ça a été échangé aux Reds pour lesquels il n'a jamais joué comme tel. Et Harkness, par la suite, est revenu jouer, donc au Québec dans les années 60.
c'est un gars qui demeure au Canada, méconnu, Marc, un Québécois qui est méconnu dans le monde du baseball, joueur de position. Tu sais, Marc, quand Russell Martin s'est amené, là, des joueurs de position québécois, on le disait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns à gauche et à droite qui avaient réussi à se faufiler, des Maxime Saint-Pierre, mais pas très longtemps. Puis finalement, Russell est venu briser un peu là, ce moule-là des lanceurs québécois. Mais Harkness, c'était l'exception qui faisait la règle. Dans les années 60, là, il y a eu Ron Piché, il y a eu Claude Raymond, Maranda. Il y en a eu un autre, Raymond Daffio, voilà le nom que je cherchais. Tous des lanceurs. Harkness, ça a été l'exception à la règle. Et Harkness, malheureusement, là, qui est décédé il y a quelques semaines. Après l'enregistrement de cet épisode, nous avons appris que les Braves d'Atlanta ont mis sous contrat l'ancien releveur de fin de match des Padres, Robert Suarez, pour un contrat de 3 ans, 45 millions US, de retour à compte complet. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Nous vous invitons à la lecture, comme à l'habitude, dans ce segment avec les livres pondus par notre ami Bob McDuff, adressés aux enfants avec comme thème principal, évidemment, le baseball. Je vous invite à aller au www.baseballbob.ca. Et la dernière œuvre de notre ami Bob, c'est la sortie d'un livre à colorier. Donc, pour les jeunes, si vous voulez vous initier à la lecture, bonne façon aussi de développer votre imagination. Encore une fois, www.baseballbob.ca. Notre profil aujourd'hui, Marc, Cecil Fielder, pas Prince, de son père, Cecil Fielder. Pourquoi on a choisi Cecil Fielder, Marc? Parce que depuis quelques saisons, les joueurs, les Américains qui évoluent en Asie ont acquis une popularité, surtout ceux évidemment qui ont bien réussi. Et Cecil Fielder a été un des premiers, sinon le premier, à faire le saut au Japon et d'y revenir avec un succès bœuf. D'abord, le cas de Fielder a été repêché par les Royals de Kansas City. Ça a duré 1 an. On l'a échangé par la suite aux Blue Jays de Toronto. On ne voyait pas d'avenir pour lui avec l'organisation des Royals. On l'a échangé pour un dénommé Leon Roberts. Et là, il a commencé à frapper dans le baseball mineur. Il y a eu un certain succès avec les Blue Jays de Toronto. Sauf qu'il n'y avait pas de place pour lui. Pour 2 raisons. 1, au premier but, on avait un autre prospect du nom de Fred McGriff. Et tu comprends que Cecil Fielder ne pouvait pas jouer ailleurs qu'au premier but. Et comme frappeur de choix, on avait décidé que George Bell ne jouerait plus au champ gauche et qu'il allait être comme frappeur de choix. Donc, il n'y avait plus de place pour lui. Fait que Cecil Fielder s'est retrouvé gros Jean comme devant et a accepté d'aller jouer au Japon en 1989. Par la suite, il est revenu avec les Tigers de Détroit et là, mon ami, ça a été la transformation, mais totale. Écoute, pendant 3 saisons consécutives, il a produit plus de 100 points. Non seulement il a produit plus de 100 points, il a mené la Ligue américaine pour les points produits les 2 premières années avec des saisons de 51 et de 44 coups de circuit. Il a mené la Ligue américaine. Bref, il s'est refait une carrière en revenant du Japon. Il a été un des frappeurs de puissance les plus craints, Marc, du baseball majeur pendant les 7-8 années qui ont suivi. Évidemment, son poids a toujours fait l'objet de points d'interrogation au 2e étage, tu comprends. Mais Marc, il n'y a pas de doute sur le fait que ce gars-là inspirait une certaine crainte quand il arrivait au bâton. Ben oui, écoute, il y avait, tu sais, je veux dire, c'était imposant, mais quand on jouait dans l'ancien Tiger Stadium, Alain, je veux dire, c'était spectaculaire, là. Il frappait des balles là, par-dessus le stade pratiquement, puis bon, je veux dire, c'était... Tu sais, le baseball, c'était du sport et spectacle. Hein? Puis lui, ben, il en donnait un. Tu sais, il arrivait au bâton, là. Tu sais, tantôt, je disais de Schwarber, soit que je tire un but sur balle, je la mets l'autre bord. Lui, il n'y avait pas de but sur balle. Je la mets l'autre bord, rien d'autre. Là. Mais ça restait un joueur quand même assez... tu sais, il a connu, tu l'as dit, là, des saisons exceptionnelles. Puis, est-ce que... Tu sais, il n'a pas été le premier à aller en Asie, Alain, pour se refaire, mais... C'est quand même des tendances qu'on voit de plus en plus. Hein? On s'en va là-bas, on se fait une petite réputation, on domine, puis on revient. Fait que c'est comme une avenue intéressante, mais écoute,
ça reste un des joueurs. Puis c'est drôle, parce que lorsque Prince est arrivé, là, c'était la copie conforme de son père, sauf que l'autre était gaucher, l'autre était droitier, là, mais c'était quand même spécial de voir les père et fils. Et je vais terminer comme ça, Marc. Une note intéressante dans le cas de Prince et de Cécile. Les deux ont terminé leur carrière avec un nombre identique de coups de circuit dans leur carrière, 319. Marc, il n'y en a pas un qui était capable d'arriver à 318, 320. Non, à 319 pile dans les deux cas. Regarde, les dieux du baseball se sont alignés là, pour que les deux fielders soient à jamais, dans le fond, identifiés comme... Évidemment, il y avait le même physique, je ne pas du même côté, mais 319 coups de circuit de la part des deux joueurs. Moi, je trouve ça fascinant, en tout cas. Marc, au cours des derniers jours de cette semaine, il y a eu le fameux repêchage des joueurs professionnels. Puis, ça fait partie de ta carrière, ça, Marc. L'échange des Dodgers, toi, tu étais sur le point d'être disponible sur le Rule 5 quand tu as été échangé des Dodgers de Los Angeles. Explique-nous un petit peu ce qui entoure ce repêchage-là, qui est trop méconnu, à mon sens. Ben oui, parce qu'il y a quand même eu des joueurs, là, puis on en reparlera après, là, des joueurs qu'on va chercher. Mais en fait, la règle première, Alain, c'est de s'assurer de ne pas faire, puis je vais utiliser le terme moisir quelqu'un dans les ligues mineures. Ça. Autrement dit, faut qu'il y ait il y a différentes formes de protection. Hein. Un joueur des ligues mineures qui est, par exemple, protégé au niveau 2A, ben une équipe peut aller le chercher, mais doit assurément le mettre au niveau 3A l'année suivante. Mm-hmm. Alors, on a décidé de faire ça au niveau des ligues majeures. Autrement dit, on a la fameuse liste des 40. Et pour être admissible comme équipe à aller repêcher, faut pas avoir nos 40 joueurs. Faut pas avoir la liste complète. Faut avoir un trou, donc 38 ou 39 joueurs. Il reste un espace ou deux. Ça, c'est la première des choses. Mais le joueur, là, par exemple, qui est le 41e, 42e ou 43e d'une organisation, on veut pas le mettre dans sa liste des 40 parce qu'il n'y a pas de place, mais on l'aime bien. C'est lui que tu peux perdre. Et c'est là qu'une équipe veut dire, ben, regarde, moi, je vais aller chercher ce joueur-là. La chose, c'est que lorsque tu récupères un joueur sur le fameux Rule 5, là, qui est le terme en anglais, il faut que tu le mettes dans ton équipe majeure toute la saison. S'il ne fait pas ton équipe, tu dois le retourner à l'équipe ou, évidemment, il peut y avoir entente par la suite si jamais on a, tu sais, le joueur, on veut pas le revoir avec nous. Donc, mais la règle est vraiment pour donner une chance à des joueurs, comme j'ai mentionné, là, qui sont le 41e, 42e. Et là, ce que je dis ça, c'est qu'il faut, la protection complète, c'est être sur la liste des 40. Si t'es pas sur la liste des 40, Alain, puis tu as joué un minimum de 3 ans dans les ligues mineures, c'est là qu'il faut que tu sois protégé d'une certaine façon. Alors, c'est sûr qu'un joueur, un choix de première ronde qui joue dans le A fort, t'as pas besoin de le protéger tout de suite. Ça prend un minimum de 3 ans à jouer dans le baseball professionnel mineur avant d'être admissible à être protégé. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, Alain, dans mes explications, là, mais ça reste effectivement. Il y a des noms là-dedans, souvent, tu dis, ça ne doit pas être facile de faire la liste des 40. D'ailleurs, tu sais, tu regardes les Blue Jays, dans le cas de Rodriguez, on voulait faire la place sur la liste des 40. Mm-hmm. Et puis à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. L'important, c'est d'être sur la liste des 40 joueurs. C'est pour ça que l'année passée, lorsqu'Abraham Taureau avait été cédé par les Red Sox, on l'avait retiré du 40. Mm-hmm. Ça fait plus mal que lorsqu'on est rétrogradé au niveau 3, mais qu'on reste sur la liste des 40 joueurs. Alors, c'est ça. C'est pour donner une chance à des gars pour pas qu'une organisation dise à un joueur, écoute, reste au niveau 3 toute ta carrière. Oui. Quelquefois, il y a des ententes, Marc, un gars qu'on repêche, mais parce que on n'a pas bien joué cette année, donc on va repêcher 2e, 3e. Il y a des équipes qui sont intéressées à un joueur en particulier. Ils vont demander à ce joueur-là, prends-lui, si tu es intéressé, j'ai un joueur dans mon système, moi, qu'on pourrait échanger par la suite. Il y en a 3 joueurs comme ça qui ont été échangés, Marc, dans le repêchage de cette année. Et le premier choix, Marc, c'est un peu ironique. Ce sont les White Sox de Chicago qui avaient le premier choix. Si je ne me trompe pas, je vais regarder. Non, les Rockies, évidemment, des Rockies. Ils sont allés chercher des Tigers de Détroit. Le nom est un peu paradoxal. R.J. Petit, comme P-E-T-I, petite probablement. Mesure 6 et 8, pèse 300 livres, Marc. C'est un colosse.
c'est sûr qu'il va lancer au Colorado l'année prochaine. Tu comprends? L'an passé, parmi des trésors, parce qu'il y en a un, c'est pas toutes les années, mais les White Sox ont réussi à avoir Shane Smith. Smith a fait le match des étoiles l'année passée. On l'a obtenu des Brewers de Milwaukee. Un peu ironique, Marc. Ça fait 2 fois que ce gars-là passe tout droit. Les Brewers l'ont raté. Puis l'autre chose, Marc, il n'a jamais été repêché auparavant. Tu comprends? Même les Brewers l'ont embauché comme joueur autonome. Dans le passé, Marc, on est allé un petit peu plus loin. Les Blue Jays de Toronto se sont fait une équipe dans leurs premières années. Pat Gillick était, puis celui qui l'a précédé, était très, très actif. Tu sais, Willie Upshaw, George Bell, Tom Henke, Kelly Gruber, tous des joueurs qui ont été obtenus par le repêchage de la sorte. Puis parmi les récents, je peux dire peut-être ce qui a fait rager un peu les Steinbrenner, Garrett Whitlock, c'en est un. Garrett Whitlock des Red Sox de Boston, pour le pigé de qui? Les Yankees de New York. Donc, oui, il y a des trésors. Quand vous regardez à chaque année, c'est pas une garantie. C'est loin d'être une garantie. Sauf que c'est assez rare, Marc, qu'une équipe de pointe va se diriger vers un joueur, à moins qu'on ait une bonne idée qui va être capable, tu comprends, de nous aider dès la première année. Généralement, on n'a pas de place là, pour ce genre de joueurs-là, pour les équipes de pointe. Mais tu comprends, pour une équipe comme les Rockies, les White Sox, on peut même en avoir 2 au cours d'une même année avec l'équipe. Parce que ça aussi, Marc, il faut absolument, dans la phase majeure, que le gars reste au sein de l'équipe toute la saison. Exact. Exact. Et aussitôt que tu le retournes, si tu veux le retourner, dans les ligues mineures, il faut que tu parles à l'équipe qui... Ouais, absolument. Donc, on protège un peu, on s'assure que des joueurs qui ne restent pas coincés dans des organisations, mais en même temps, on veut s'assurer aussi que... c'est déjà arrivé là qu'un joueur passe un certain nombre de mois avec sa nouvelle organisation, puis finalement, sais-tu quoi, ça marche pas, et retourne avec l'organisation originale. Oui. Un de ces exemples, Gage Workman avec les Cubs de Chicago, il avait obtenu des Tigers de Détroit. 3e but, ça a été un problème en début de saison. Ça a pris du temps avant qu'on donne le poste à Matt Shaw. Je ne peux pas dire que c'était convaincant. Il y a eu des moments, oui, où il nous a démontré son potentiel, Marc. On n'est pas là encore dans le cas de Matt Shaw. Peut-être qu'en 2026, ce sera le cas. On a donné la chance à Gage Workman, c'est le nom de joueur de 3e but, donc. Mais on l'a retourné avec les Tigers à un moment donné quand on s'est dit, regarde, il n'est pas prêt à nous aider, puis nous autres, on veut se rendre en série cette année. Marc, Jeff Kent, au temple de la renommée du baseball, c'est le seul qui s'y rend. Encore une fois, les joueurs qui ont un astérisque dopage aux côtés ont été ignorés. Regarde, c'est un vieux débat, Marc, puis on ne réglera pas le problème aujourd'hui. Dans le cas de Jeff Kent, ces chiffres semblaient indiquer que ce gars-là avait sa place. C'est pas un Harold Baines, autrement dit. Non, exact. Surtout comme joueur de 2e but. Là, c'est ça, exact. Mais Alain, puis tu sais, j'ai beaucoup aimé la carrière de Jeff Kent. Je pense qu'il a profité beaucoup de Barry Bonds, soit dit en passant, mais ceci, c'est correct. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Mais tu sais, il y avait des, tu sais, je veux dire, Dale Murphy, Don Mattingly, Gary Sheffield, et évidemment, Barry Bonds et Roger Clemens. Regarde, écoute, même Fernando Valenzuela qui était sur la liste. Ouais. Je ne sais pas parfois les critères. Je veux pas défendre Bonds puis Clemens, mais Alain, ils n'ont jamais été suspendus par le baseball majeur. Je te dis pas que c'est blanc comme neige, là, mais je pensais, moi, qu'avec le comité, on allait à un moment donné. Le temple de la renommée, c'est l'histoire du baseball aussi, là. Je sais pas, moi, dans ma tête, là, de pas voir Bonds ou Clemens au temple de la renommée, je sais pas. Ça sonne drôle à mes oreilles à ce niveau-là, mais bon. C'est tous ces joueurs-là ont marqué le baseball à leur façon. Dale Murphy, là, je m'excuse, mais c'est tout un joueur de balle, puis Alain, si tu compares statistique pour statistique, je sais qu'il n'y a pas juste des statistiques, mais il se compare avantageusement à bien des gars qui sont au temple de la renommée. Mais en plus, c'était des gentlemen, là. Donnie Baseball, là, ça a été le joueur pratiquement le plus populaire pendant de nombreuses années. C'était pas un frappeur de puissance. Je sais pas. Des fois, là, je regarde des gars qui sont là, des gars qui sont pas là, puis je trouve qu'il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance présentement dans le choix.
Puis, je trouve, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je trouve ça plate un peu. Je me serais attendu, là, genre, tu sais, si Murphy et Mattingly avaient été, tu sais, nommés aussi, bon, j'aurais dit, OK, c'est correct. Mais là, tu as vu, là, dans le cas de Bonds puis Clemens, ils n'ont même pas eu les 5 votes nécessaires. Fait que là, ça va aller à 2031 avant qu'ils retournent sur ce comité-là. Oui. C'est comme une patate chaude qu'on veut pas prendre de décision puis on glisse ça au prochain comité. Là, c'est à peu près ça. Puis dans le cas de Dale Murphy, Marc, je regardais un peu, puis regarde, c'en est un. Tu sais, le Coors Field des années 80, là, c'était le Atlanta Fulton County Stadium. Je regardais le WAR associé à Dale Murphy, là, puis je faisais des comparaisons. Ça se compare un peu à Mattingly. Puis ça se compare, je vais te nommer un joueur qui a eu une très longue carrière, puis qui est passé par les Expos, c'est Rusty Stubbs. C'est à peu près le même WAR. Rusty, il n'y a personne qui va en parler. Est-ce qu'il mérite d'être au temple de la renommée? Regarde, c'est pas si simple que ça. Puis le temple de la renommée, est-ce que c'est vraiment pour la crème de la crème ou juste et aussi pour les très bons? C'est pour ça, moi, je m'offusque pas de l'absence de Mattingly et de Dale Murphy. Tu comprends? Puis regarde, ils ont été très bons, puis ils ont été, tu comprends, au sommet de ce qu'ils ont, de leur profession pendant une certaine période, qui n'a pas été très longue dans les deux cas. Mais moi, je ne m'offusque pas tant que ça de leur absence du temple de renommée. S'ils le sont, c'est correct. Mais je ne suis pas sûr que ces gars-là, vraiment, soient de l'élite de l'élite. Là. Alors que, il me semble que c'est ça que devrait être le temple de la renommée. Mais ça, c'est, regarde, Ah, écoute, c'est parfait. On a chacun notre opinion là-dessus. Tu as raison. Ouais. Mais tu sais, on pourrait revenir avec des Harold Baines de ce monde, puis un paquet d'autres aussi, là, que c'était comme, OK, ils ont été très, très, très bons. Mais tu sais, le temps de la renommée, c'est aussi tu sais, les gens qui ont marqué le baseball, pas de façon négative, évidemment, là. Mais bon, tu sais, regarde, on a chacun notre opinion là-dessus, puis c'est correct. Tu sais, d'ailleurs, bon, on parlait du Ford Frick où on a encore ignoré Jacques. Ben, c'est ça. On s'en allait là, Marc, parlant de l'élite, là, regarde, c'est correct pour Buck. Puis il n'y a pas de mauvais choix dans le groupe, Marc. Mais mais Alain, moi, c'est désolant. C'est désolant, honnêtement, pour les amateurs de baseball du Québec. Mais tu sais, puis c'est pas à moi de juger, là, mais tu sais, un gars comme Joe Buck, un gars comme Don Shulman, ils vont y être. Tu sais, je veux dire, Alain, c'est des gars qui, tu sais, ils sont extraordinaires, mais ils sont encore, tu sais, ils travaillent, ils sont très actifs, ils sont encore là. Exact. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on prenne quelqu'un qui tu sais, c'est malheureux, Alain, mais le départ des Expos a fait en sorte que Jacques n'a jamais eu le département, tu sais, des relations médias qui soutient à chaque année, qui envoie les dossiers, qui fait, tu sais, qui garde ça actif. Il y a personne qui fait ça pour Jacques. Puis on sait, ben, en fait, il y a des gens qui ont tenté, mais tu comprends que c'est pas la même affaire que si les Expos étaient encore actifs, si la franchise allait bien. C'est comme si, tu sais, on a ignoré totalement. Puis c'est vraiment malheureux. Nous, on le sait, l'impact de Jacques. Tu sais, on comprend, c'est extraordinaire, mais ça aurait été le fun que le baseball le remarque ici. Tu sais, ça fait des années que Jacques est parmi les finalistes, là. Oui. Écoute bien, comme j'ai mentionné, nous, on le sait. Nous, on sait qu'il devrait y être. Puis tu sais, c'est ça. C'est juste malheureux que ça se passe ainsi, mais bon, ainsi va la vie. Écoute, Marc, c'est pas la première fois qu'on s'exprime là, sur le sujet, là, puis notre opinion ne changera pas pour autant. Là, Jacques, sa place là, puis moi, puis ça a été rapporté d'ailleurs. On a fait quelques entrevues, moi et toi, là, sur le sujet. Puis, tu sais, des descripteurs, là, je parlais des descripteurs. Là, on est tous les fils spirituels à quelque part de Jacques Doucet, là, au Québec. Je vais terminer, Marc, en coup de chapeau White Sox de Chicago parce qu'ils ont gagné la loterie pour le premier choix au prochain repêchage. Juste dire qu'ils ont travaillé fort pour l'obtenir, le premier choix. Donc, du côté des White Sox de Chicago, je peux pas dire qu'ils le méritent, mais ils l'ont. Tu comprends avec...
C'est ça. Donc, c'est dommage pour les Rockies. Eux aussi ont travaillé fort pour l'avoir, mais ça va être les White Sox de Chicago qui auront ce premier choix. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. Restez évidemment à l'affût. Nous aussi, on le sera. Puis il y aura d'autres balados dans l'entre-saison. Vous pouvez en être convaincus. Il y a trop de joueurs autonomes. Il y a trop de joueurs qui vont changer d'équipe. Il y a d'autres sujets aussi qu'on va aborder. Intemporels qui touchent le monde du baseball qui sauront vous intéresser assurément. Voilà. Ben écoutez, il y a peut-être la neige commence à tomber dans le Québec. On va vous inviter à être très prudent. On aime mieux vous parler que de parler de vous. Fait que moi et Marc et Martin Villeneuve, on vous salue et on se dit à la prochaine. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion. Et Lesters, maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931.